Alors déjà pour commencer, je voulais vraiment vous remercier d'être ici ce soir. Je suis vraiment super content de pouvoir vous donner cette conférence qui me tient vraiment à cœur. Pour vous faire un petit historique de mon rapport à ce sujet, donc comme Uriel l'a dit, moi je suis chercheur. Donc mon travail c'est de générer des connaissances. Et donc je suis au contact du sujet vérité un peu au quotidien, hein. Je travaille avec ça, quoi. Et donc, au bout d'un moment, assez rapidement, j'ai commencé à essayer de me poser la question de qu'est-ce que c'était exactement la définition du vrai, hein, parce qu'on est toujours confronté à des choses qu'on dit vraies, qu'on dit fausses, mais se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire vraiment vrai, c'est intéressant. Et donc, j'ai commencé à me pencher un petit peu là-dessus, lire un petit peu des auteurs, et c'est là que je suis un petit peu tombé là-dedans. Je me suis un peu perdu et j'ai découvert énormément de choses et j'ai commencé à écrire un livre aussi. Et donc, ce soir, je vais essayer de vous transmettre un petit peu tout ça, quelques notions importantes et surtout la passion que j'ai eue avec ce sujet. Donc, essayer de vous faire réfléchir. On va réfléchir un petit peu ensemble aussi. Peut-être vous faire questionner, remettre en cause certaines choses ou des questions que vous n'êtes pas forcément posées. Donc, pour vous faire un peu un plan de comment ça va se passer, juste pour vous donner une idée, on va voir un petit peu les différentes définitions qui existent. On va se questionner sur notre rapport et on va voir un petit peu quelle définition vous parle le plus. Et puis, ensuite, on rentrera un petit peu en détail dans les différentes définitions avant de passer sur une petite partie sur l'histoire de la philosophie de la vérité. Et puis, on va terminer sur un petit peu d'histoire des sciences. Je vais vous raconter des petites histoires sympas qui se sont passées avec des philosophes à qui il est arrivé des bricoles. Mais pour commencer, petite introduction. Pourquoi se poser la question de la vérité en 2023 ? Eh bien parce que, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes à l'heure actuelle dans l'ère de la post-vérité. Alors, il y a des images pour illustrer ça, mais peut-être que vous avez des idées. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut signifier post-vérité ? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des idées de qu'est-ce que ça veut dire ? Pour vous donner un peu de contexte, le terme post-vérité, c'est une expression qui a été inventée, qui est assez récente, qui a été inventée en 2004, et par un journaliste américain. Et il a inventé l'expression suite à la guerre en Irak, parce qu'on a quand même un gouvernement qui a menti à son peuple en disant qu'il y avait des armes de destruction massive, soi-disant, dans un pays pour justifier la guerre, ce qui a été démontré factuellement faux plus tard. Donc ça a quand même pas mal choqué du monde. Et donc ce journaliste a inventé le terme post-vérité à ce moment-là, comme quoi on avait dépassé la vérité, et maintenant les gouvernements pouvaient mentir à leur peuple. Et puis, étonnamment, cette expression est revenue à la mode pendant la campagne américaine de Donald Trump, puisqu'on se retrouvait quand même avec un candidat qui a après été élu, hein, qui, dans des meetings, disait à peu près tout ce qui lui passait par la tête, complètement indépendamment du réel. Il racontait vraiment n'importe quoi. Et c'était quand même, ça détonnait, quoi. Après, on est dans une démocratie en 2020 quelque chose, c'était quand même très très étonnant. J'ai un exemple, par exemple, qui m'a marqué. Moi, je suis arrivé j'ai vécu aux États-Unis quelques années, j'ai fait tout le mandat de Trump en gros. Et quand je suis arrivé là-bas, dans les premiers jours, il y avait l'investiture de Trump, et Trump disait dans son meeting qu'il y avait 100 000 personnes qui étaient là, quoi. Sauf qu'en fait, on voyait les caméras, on voyait qu'il n'y avait pas 100 000 personnes, quoi. Les journalistes débattaient en disant bah non, il ment et tout. Donc, le gars, il mentait, alors qu'en fait, on voyait vraiment autour de lui qu'il mentait, quoi. Mais il s'en foutait, parce que du coup, il pouvait dire tout ce qu'il voulait, c'était pour plaire, quoi. Et donc, à côté de ça, il y a les fake news. Donc, en fait, c'est que avec Internet, la diffusion de l'information, c'est super facile de diffuser de l'information. Sauf qu'en fait, il y a l'information fausse diffuse pas moins bien que l'information vraie. Et voire même elle diffuse mieux, parce que souvent l'information fausse, c'est sensationnaliste, ça fait plaisir, c'est étonnant aussi. Et puis il y a aussi une loi qui s'appelle la loi de Brandolini, peut-être vous la connaissez, principe d'asymétrie du baratin, qui dit que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des conneries est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Donc, en gros, des gens peuvent raconter tout et n'importe quoi, et l'énergie qu'on passe à dire que c'est pas vrai ce qu'ils disent, en fait, on dépense beaucoup plus d'énergie on est complètement débordé, quoi, par les gens qui disent n'importe quoi. Et puis, à côté de ça, on a évidemment, donc là, on voit deux images.
C'est donc ChatGPT et puis une image générée par intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, ce que tu disais, c'est que on a des choses qui sont trafiquées et on n'a plus moyen de savoir ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. On vit dans un monde avec l'informatique qui est mi-réel, mi-virtuel et la frontière se brouille complètement. Donc on ne sait plus du tout quoi croire. Et ça peut aboutir à des gens qui finissent par croire à des théories incroyables. Des théories du complot, donc la Terre plate, comme quoi les vaccins, le coronavirus n'existe pas, carrément, c'est un canular. Donc on est dans cette ère-là où effectivement la vérité est remise en cause. Donc c'est peut-être un bon moment pour se poser une question toute simple. Mais qu'est-ce que la vérité? Puisque on débat de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais avant de se débattre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est intéressant de se poser de qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Alors, je vous propose maintenant de vous faire un petit peu de réflexion, de vous laisser 5 minutes, 5 minutes de réflexion pour vous poser cette question-là. Selon vous, qu'est-ce que la vérité? Alors, c'est une question qui est beaucoup trop difficile parce qu'elle inclut plusieurs questions. Donc, pour vous simplifier la réflexion, parce qu'en fait, il y a plusieurs questions qui existent dans qu'est-ce que la vérité. Il y en a une, c'est quelle est la signification du mot vérité. Et il y a une deuxième qui est un peu plus précise, peut-être plus facile à appréhender, c'est quelles sont les conditions à remplir pour qu'une idée soit vraie. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu à ça. Si vous voulez prendre des notes, vraiment, n'hésitez pas. Il y a du papier, des stylos, si vous voulez que je fasse passer. Alors, on va pouvoir tout à l'heure présenter un petit peu les différentes réponses possibles à la question et je verrai un petit peu, on va faire un petit sondage, on verra si ça ne correspond pas. Avant de continuer, d'aller là-dessus, se poser la question de ce qu'est une connaissance, puisqu'on a la vérité, mais c'est quoi une connaissance? Une connaissance, c'est quelque chose, c'est une phrase ou une idée qui est définie par Platon comme remplissant 3 conditions. Et c'est une définition qui marche assez bien, je trouve. Premièrement, une connaissance, c'est d'abord une croyance. C'est une idée qui appartient à quelqu'un et cette personne croit à cette idée, cette phrase. Deuxièmement, elle est vraie. Une croyance vraie. Et troisièmement, la personne qui détient la connaissance peut justifier du caractère vrai. C'est une connaissance pour elle parce que non seulement elle sait qu'elle est vraie, mais elle sait pourquoi elle est vraie. Donc elle est capable de le justifier. Et donc on voit ici apparaître quelque chose, c'est que pour définir ce qu'est une connaissance, il faut pouvoir définir ce qu'est la vérité. Puisqu'en fait là, le vrai est une des conditions de définition de la connaissance. Et donc, pour ce qui est de la définition des définitions de la vérité, il existe en fait énormément de réponses possibles. On va voir un petit peu ça. Ces différentes réponses possibles, donc il y a beaucoup de subtilités en plus parmi les auteurs. La question de la vérité, c'est vraiment une des questions fondamentales de la philosophie. En philosophie, il y a quelques questions vraiment fondamentales qui occupent les philosophes. La morale, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, l'art, qu'est-ce que le beau, la nature du beau, la vérité, qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le faux, et puis l'éthique, qu'est-ce que le bon. Donc c'est les grandes questions fondamentales de la philosophie. Et donc c'est pour ça que quasiment tous les philosophes se sont posés la question de la vérité, et forcément c'est vaste et il y a énormément de réponses possibles. Mais quand on essaye de regrouper un petit peu tout ça, on arrive sur 5 familles de réponses, 5 familles de théories qui sont listées ici: correspondance, cohérence, intuitionnisme, ce que j'ai appelé redondance, et relativisme. Donc, on va les voir un petit peu les unes après les autres, mais juste pour vous donner une idée de ce que ça peut vouloir dire, la correspondance, c'est la théorie qui dit qu'une phrase est vraie quand elle correspond à la réalité. Si j'ai une phrase et que cette phrase correspond à la réalité, peu importe ce que ça peut vouloir dire, on va voir ça un petit peu. C'est la phrase, c'est le critère, c'est la correspondance. Il y a une deuxième théorie qui dit que les phrases sont vraies quand elles sont cohérentes.
Et là, on est vraiment un peu dans le monde de la logique mathématique un peu. Donc, on a une espèce d'ensemble cohérent qui fonctionne un peu par lui-même. La troisième, l'intuitionnisme, c'est on est dans la preuve. Une phrase est vraie quand elle est démontrée, quand elle est prouvée. Il faut qu'elle soit prouvée pour que la phrase soit vraie. La quatrième théorie, ce que j'ai appelé la redondance, c'est la phrase est vraie si elle est vraie. Enfin, la vérité, c'est vrai parce que c'est vrai, en fait. C'est qu'en gros, la vérité se définit par elle-même. En fait, c'est tous les gens qui disent qu'on ne peut pas définir la vérité. La vérité ne peut pas se définir parce que, par définition, elle se définit par elle-même. Et puis, la dernière famille de théories, c'est le relativisme. Ça, c'était ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est le fait de croire que si c'est vrai, c'est parce que c'est vrai pour moi, de mon point de vue. Et là, on est sur une option, sur une vision complètement différente de la vérité. Donc déjà, par rapport à ça, par rapport à ces 5 familles de théories, j'aimerais faire un petit sondage par rapport à ce que vous avez réfléchi tout à l'heure, ce que vous avez écrit. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées, qui ont eu des pensées qui n'étaient pas dans ces 5? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de définition de la vérité qui n'entre pas dans ce cadre-là? Ouais. Ce que j'ai essayé de faire, c'est écrire ce mot par un autre. Ouais. Le premier mot qui m'est venu à la tête, c'est le réel. Ouais. Donc, essayer de sortir de l'apparence pour trouver le réel derrière. Ouais. Sauf que le réel, en réalité, je me suis bloqué sur ce mot et j'arrive pas à le décrire. Ouais. Bah, en fait, dire que la vérité se trouve dans le réel, c'est une des façons de voir les choses qui est plutôt dans le fait qu'on ne peut pas définir la vérité, puisque la vérité se trouve justement dans le réel. Mais ok. Ok, donc du coup, sinon, on peut faire un vote à main levée si vous voulez. Qui a, dans ce qu'il a écrit, qui se reconnaît plus dans la première définition? Ouais, donc correspondance, c'est quand une phrase est vraie, quand elle correspond à la réalité, tout simplement. Ça, en gros, c'est la définition la plus courante, en fait, qu'on a. Donc, vérifiable, là, on est plutôt dans la preuve, ça sera plutôt dans la preuve, ouais. Là, c'est plutôt vraiment axé sur la cohérence, un peu la logique. Et ici, on ne peut pas vraiment définir. Et ici, c'est quand c'est relatif à mon point de vue. Ok. Mais j'avais noté sincérité. Comment? Ouais. Sincérité, est-ce que ça rentre là-dedans? Ah, sincérité. Ok. Ça rentre pas vraiment là-dedans, mais c'est intéressant. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? La preuve, on est plutôt là. Mais en fait, bon, écoutez, on va faire un truc. On va les définir un peu mieux et après, on refait le sondage. Comme ça, vous serez un peu plus éclairés. Ok? Parce que là, c'est un peu compliqué, j'avoue. Mais alors, avant de rentrer dans les définitions, quelque chose d'important. Si vous deviez repartir qu'avec une seule idée de cette conférence, si vous ne deviez garder qu'une seule chose, c'est ça. Le problème de la définition de la vérité, c'est qu'en fait, il y a plusieurs définitions possibles à la vérité. Et qu'il n'y a pas de consensus clair en philosophie sur qu'est-ce que ça veut dire le vrai. Il y a plusieurs réponses possibles et il n'y a personne qui a vraiment raison. Et donc, il n'y a pas de... le terme vérité peut vouloir dire plusieurs choses. Et donc, à partir de là, il peut arriver au quotidien qu'on a des disputes, des débats avec des gens sur la véracité d'une chose. Avec des gens avec qui on n'est vraiment pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et le truc avec lequel j'aimerais que vous me sensibilisez, c'est avant de vous demander si la personne a raison, si ce qu'elle dit est vrai ou faux, posez-vous la question, est-ce que vous parlez vraiment de la même chose? Qu'est-ce que votre définition du vrai déjà? Et quelle est la définition du vrai de la personne que vous avez en face? Parce que peut-être que vous parlez de choses différentes et que, comme on a vu avec les fonds, peut-être que vous avez tous les deux raison, mais juste vous parlez de choses différentes. Donc, c'est là où c'est intéressant de se poser la question de quelle est ma définition du vrai et d'être conscient du fait qu'il peut y en avoir d'autres. Sur le plan philosophique, il y a quand même le cogito Descartes. Le cogito, c'est une recherche d'une vérité qui met tout le monde d'accord, une vérité qui soit absolue, qui est qui est intéressante et qui est malgré tout débattue par pas mal d'autres philosophes. Mais oui, effectivement. Ouais. C'est-à-dire, on reste sur le plan philosophique. Ouais. C'est la première vérité indubitable, inébranlable et inattaquable. Ah, ça a été attaqué.
Et justement, Descartes, lui, il adhère à une façon de justement définir le vrai, et on n'est pas forcément d'accord avec lui. Parce que justement, on va le voir, lui, il est plutôt dans la cohérence, parce qu'il cherche quelque chose de cohérent. Mais donc, pour commencer, la correspondance. Donc, c'est une définition c'est une vision très, très ancienne de la vérité, une des premières qu'on a. Aristote en parle, notamment, lui, il parle d'adéquation, quand une idée est en adéquation avec le réel. Alors après, on a dit plutôt correspondance en fonction des choses, en fonction de l'évolution. On parlait de phrases, après d'idées au début de la philosophie, et puis après avec l'évolution, notamment des mathématiques, de la logique, on s'est rendu compte qu'il faut des fois mieux parler plus de phrases que d'idées, parce que c'était plus précis. Mais donc, cette idée que... Ah oui, alors, je vais vous faire un petit schéma pour vous aider un petit peu à visualiser. On a la réalité. Ça, c'est la réalité, c'est toutes les choses qui existent dans l'univers, l'ensemble des choses. On va partir de là et on va simplifier la réalité en différentes étapes. Donc, on commence par une première grosse simplification. On va prendre les phénomènes. C'est l'ensemble des phénomènes observables du réel. Donc, on prend le réel et on le réduit à tout ce qu'on peut observer. On fait l'ensemble des phénomènes observables et donc on va appeler ça la réalité des phénomènes. Si vous avez en tête l'allégorie de la caverne de Platon, ici ce seraient les objets et ici ce seraient les ombres. Donc c'est juste ce qu'on peut observer des choses, mais voilà. Ensuite, on prend tous ces phénomènes observables, on les prend, on les analyse et on fait un ensemble plus petit qu'on va appeler l'ensemble des preuves. Ce sont en fait toutes des évidences qu'on va établir à partir de l'analyse de tous les phénomènes. Et à partir de là, on va arriver sur une idée ou une phrase. Donc une phrase qui va être en fait qui va partir de là, quoi. La réalité, les phénomènes, l'analyse des phénomènes, et à partir de là, on a une phrase. Et donc la théorie de la correspondance nous dit que une phrase est vraie, elle a la caractéristique, c'est une propriété de la phrase ou de l'idée, elle est vraie s'il existe une correspondance entre ça, c'est-à-dire quand vraiment si on suit ce chemin-là, s'il existe une correspondance à un moment donné entre là et là, eh bien la phrase est vraie. Ou alors éventuellement entre là et là, il y a des philosophes qui n'aiment pas trop la réalité ici parce que on ne peut même pas vraiment la prouver qu'elle existe, hein. Ça on sait que ça existe, mais ça on ne sait même pas vraiment. Donc soit entre là et là, soit entre là et là, s'il existe une correspondance entre les deux, eh bien on va dire que la phrase est vraie. C'est un petit peu ce qui ressort des théories de ce monsieur que vous voyez peut-être, donc Ludwig Wittgenstein, qui est un philosophe du début du XXe siècle, qui a écrit un livre avec un nom abominable, Tractatus Logico-Philosophicus. Il avait un gros ego, ce monsieur. Et donc, de ce livre est sorti ce qu'on a appelé plus tard la théorie des modèles, qui dit qu'en fait, une phrase est vraie si elle est une simplification, une reproduction de la réalité en simplifié. Donc en fait, une réduction, c'est tout ce principe-là de réduction, on réduit en plusieurs étapes la réalité. On voit ici là un peintre avec son modèle. Donc on a le modèle qui est la réalité. On a le peintre qui fait une reproduction, mais qui est en fait une réduction, une simplification de la réalité. Et donc le portrait, il est vrai si, en fait, il correspond à la réalité. Donc c'est une façon comme ça de voir les choses. Et c'est une théorie de la vérité qui fonctionne en fait assez bien. Et en fait, dans la vie de tous les jours, la plupart du temps, quand on dit que quelque chose est vrai, c'est plutôt à cette façon de définir le vrai qu'on fait référence. C'est OK ? Alors, maintenant, on passe sur la cohérence. Et là, on est plus sur quelque chose de mathématique. Ici, donc c'est plus des mathématiciens, dont Descartes, qui étaient férus de cette façon de voir, de visualiser, de concevoir la vérité.
La vérité, ce serait ici comme un ensemble d'idées vraies. Et les phrases vraies sont cohérentes entre elles, qu'elles ne se contredisent pas. Et on peut imaginer à ce moment-là, du coup, quelque chose que la vérité n'a même pas besoin de la réalité pour exister. Puisqu'en fait, elle a simplement, par simple pur effet de cohérence, toutes les phrases vraies entre elles se confortent entre elles. Et donc, il suffit de prendre une phrase. On ne sait pas si elle correspond à la réalité ou pas. On prend une phrase, on la compare à l'ensemble des idées vraies. Et si la phrase est cohérente avec l'ensemble, bah hop, ça veut dire qu'il est vrai. S'il est incohérent avec l'ensemble, bah, ça veut dire qu'il est faux. C'est une façon de concevoir la vérité indépendamment du réel. On n'a même plus besoin du réel pour que ça existe, quoi. Et donc, c'est aussi la seule façon de définir la vérité dans laquelle on peut dire la vérité. C'est la vérité, c'est-à-dire c'est l'ensemble de toutes les choses vraies qui forment un ensemble. Sinon, c'est plus compliqué d'utiliser l'expression la vérité. Donc, c'est une expression que je vous déconseille d'utiliser parce que ça peut être problématique. Et donc, c'est purement logique. Et on va le voir. En fait, c'est une théorie qui est assez problématique, qui a été... les mathématiques ont beaucoup travaillé au 19e et au 20e siècle. On va le voir peut-être à la fin si on a le temps, pour essayer de solidifier cette idée-là. Et ça ne s'est pas très bien passé. Faire le spoiler. J'ai mis ici en image un avocat. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? C'est quoi le rapport entre l'avocat qui fait sa plaidoirie et la cohérence? Il y a un rapport en fait, ouais. Mais je pense que en fait, chaque avocat a sa vérité et défend sa vérité en organisant un ensemble cohérent pour que sa vérité soit la vérité. Il y a un peu de ça. Mais c'était plus le fait que, imagine, tu as des éléments, tu as un procès, tu as un accusé qui a fait des faits. On a des faits, on a un accusé. Chaque avocat va essayer d'assembler les faits pour raconter une histoire. Et en fait, en général, le jury va être sensible à l'histoire la plus cohérente. Plus l'histoire racontée par l'avocat est cohérente, plus le jury va penser qu'elle est vraie. Et en fait, l'esprit humain associe très fortement incohérence et fausseté, et cohérence et vérité. Donc c'est quelque chose de très humain, en fait, la cohérence. Et dans mon travail que j'ai fait sur la question, j'ai étudié les définitions de la vérité dans les différentes sciences. En fait, j'ai montré que il y a un gradient qui va des mathématiques, passant par la physique, la biologie, les sciences sociales, et puis à la fin la philosophie, qui est de plus en plus absolutiste, qui part de quelque chose de très absolutiste, de plus en plus relativiste en fait, quand on va vers ce gradient-là. Troisième définition, l'intuitionnisme. Alors là, c'est un truc un petit peu particulier. En fait, pour comprendre ça, il faut comprendre que dans les mathématiques et dans la logique, il y a plusieurs principes. Il y a des axiomes, ce sont des règles de base qui permettent c'est des hypothèses de base à partir desquelles on raisonne. Et puis il y a des règles qui permettent de raisonner. Et dans ces règles-là, en logique, il y a deux règles fondamentales qui sont: la première, c'est la bivalence, et le deuxième, c'est le tiers exclu. La première règle, la bivalence, dit que toutes les phrases sont soit vraies, soit fausses. Par exemple, on prend 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 2, soit c'est vrai, soit c'est faux, mais ça ne peut pas être à la fois vrai et à la fois fausse. Et ça ne paraît pas complètement aberrant comme façon de voir les choses, quoi. Ça, c'est justifié notamment par différentes démonstrations mathématiques qui montrent que quand on veut travailler avec des choses qui peuvent être des fois vraies, des fois fausses, eh bien, ça ne marche pas bien. Oui. Comment? Ouais, alors on va y venir à Gödel, mais Gödel ne contredit pas la bivalence, mais il contredit justement la possibilité de la cohérence. La possibilité de démontrer, de tout démontrer plutôt. De tout démontrer. Il existe des propositions qui sont indécidables. Donc ça donne des branches de théorie dans lesquelles il y a... Indécidable, ouais. Vrai dans cette théorie, ou fausse dans cette autre théorie. Ouais, indécidable, c'est ça. Mais c'est pas forcément incohérent, mais indécidable. Ouais. Mais ça donne des cadres différents. Ouais.
qu'il y a effectivement des propositions qui sont vraies dans un cadre, et qui sont fausses dans plein d'autres. Effectivement. Mais dans un système axiomatique mathématique, si on a des propositions qui sont à la fois vraies et fausses, il y a un principe qui s'appelle le principe d'explosion qui dit qu'en fait on peut démontrer tout et n'importe quoi à partir de là et ça pose problème. Alors il y a des mathématiciens qui réfléchissent là-dessus, qui pensent à d'autres façons de faire, dont justement ce monsieur, L.J. Brouwer. Alors lui, il n'est pas sur le principe de bivalence, il est sur le principe du tiers exclu. Le principe du tiers exclu, c'est le deuxième principe important en mathématiques. C'est le principe qui dit que si quelque chose est faux, alors son inverse est vrai. À partir de là, on peut démontrer les choses en démontrant que l'inverse est faux. Ça permet notamment de faire des démonstrations par l'absurde. Il y a un exemple que j'aime bien de démonstration comme ça. Aristote, à l'Antiquité, il a dit la loi de la chute des corps. Il a dit les objets plus lourds tombent plus vite. Et tout le monde était content avec ça, parce que ça correspondait assez bien à l'observation. Quand on avait quelque chose de lourd, ça avait l'air de tomber vite. Et puis Galilée, à l'Antiquité, il a démontré, avec une démonstration assez logique et assez élégante, que la démonstration d'Aristote était incohérente. C'est-à-dire que les objets lourds ne pouvaient pas tomber plus vite que les objets légers. Ça se contredisait, ça aboutissait à des contradictions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toujours est-il qu'à partir de ça, il a pu démontrer que tous les objets tombent à la même vitesse. Puisque si la phrase « les objets plus lourds tombent plus vite » est incohérente, ça veut dire que, principe du tiers exclu, l'inverse est vrai, donc tous les objets tombent à la même vitesse. C'est un exemple. Et donc, sauf que ce principe-là, eh bien, il y a des gens qui l'ont remis en cause. Et notamment à ce mathématicien hollandais qui s'appelle L.J. Brouwer. On était au début du XXe siècle et c'était un petit peu la révolution au niveau artistique, dans plein de domaines. On remettait un peu tout en cause, on s'amusait à repenser les choses, et dont les mathématiques. Et ce monsieur, il a dit, ouais, en fait, les démonstrations par l'absurde, ça m'embête, donc j'ai envie de refaire des mathématiques, mais on va repenser les règles et on va dire que le tiers exclu, ce n'est plus autorisé. Et il s'est rendu compte que ça faisait des mathématiques complètement différentes, que ça fonctionnait un petit peu différemment. Et à partir de là, on a extrapolé ça à la logique. Et il y a des philosophes derrière, assez récemment, en fait, dans les années 80-90, qui se sont rendus compte que ça aboutissait à une nouvelle façon de définir la vérité par la preuve. Et donc, on y vient. L'intuitionnisme, pour la vérité, est défini par le fait que c'est prouvé. Et donc, donc le terme vrai est vraiment synonyme de prouvé. Et c'est ce qu'on appellerait une définition épistémologique de la vérité, dans le sens où c'est la quête de vérité qui définit la vérité. C'est pas vrai indépendamment de la quête de vérité, c'est la quête de vérité qui définit le fait que c'est vrai. Et donc, par exemple, si on a un théorème qui n'est pas prouvé, mais qui est vrai, parce qu'il correspond au réel en termes selon la théorie de la correspondance, pour un intuitionniste, il n'est ni vrai ni faux, et il va devenir vrai le jour où il sera démontré, le jour de sa démonstration, qui est un truc qui n'est pas forcément évident, et un petit peu perturbant. Donc ça, c'est un peu une façon un peu minoritaire de penser le vrai, mais pour autant, on a cette notion de preuve très très importante intuitivement quand on pense à la vérité. Oui. Est-ce que la racine du mot a un lien avec intuition ou ça n'a pas de voir? Oui. C'est Brouwer qui a donné ça, qui a baptisé ses mathématiques, les mathématiques intuitionnistes, parce que ça correspondait plus à c'était censé représenter plus les façons intuitives de raisonner mathématiquement, mais c'est pas évident, je suis d'accord. Quatrième théorie, donc ce que j'ai appelé la redondance, ça regroupe pas mal de pensées différentes. Il y a d'une part des penseurs comme Heidegger qui vont en fait rejeter vraiment la correspondance. Ça, c'est une philosophie qui s'est créée en rejet de la correspondance au XIXe siècle, après les travaux de Kant. Il y a Nietzsche, il y a Schopenhauer dans un certain niveau, Heidegger, il y a aussi Bergson, qui en fait vont placer la vérité dans le réel. C'était un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. À partir du moment où tu places la vérité dans le réel, il ne peut plus y avoir de correspondance entre le réel et la phrase, parce qu'en fait, la vérité, c'est le réel, et du coup,
on est dans une démarche plus dans le ressenti et on n'est plus vraiment, on n'arrive plus à le définir. La vérité devient vraiment indéfinissable puisque c'est plus, c'est un peu là, mais pas vraiment là. Et ils en parlent. Heidegger parle d'un dévoilement, une espèce de démarche d'apparition de la vérité. C'est pas très très clair, c'est un peu littéraire aussi. Et puis, à côté de ça, il y a des philosophes mathématiciens qui ont une approche totalement différente, mais qui aboutissent à quelque chose un peu similaire. En fait, quand les mathématiciens, les logiciens, ce qu'on appelle les logiciens, c'est des mathématiciens philosophes qui essaient de faire de la logique mathématique avec les phrases, donc ils essaient de démontrer des choses philosophiques avec des maths. Et donc, ils se sont rendus compte que quand on faisait de la logique et qu'on utilisait le principe de vérité dans les démonstrations logiques, on s'est rendu compte que le principe de vérité, il n'apportait rien. Parce qu'en fait, si je dis par exemple, je bois de l'eau, et après je dis, je bois de l'eau, et c'est vrai, mais en fait, j'ai rien dit de plus. Du coup, la vérité n'a rien apporté à la phrase. Et donc, à partir de là, les logiciens se sont mis à se prendre la tête pour essayer de réfléchir à comment on peut s'en sortir du concept de vérité avec ça. Et puis, ça va juste dans sa version la plus extrême de Heyer, que la vérité ne signifie rien. Ça ne sert à rien, c'est le principe de disparition qu'il a appelé. Justement, en parlant de tout ça, le relativisme. Donc le relativisme, c'est assez évident, c'est que la vérité va se définir par rapport à un point de vue. Ça va pas être vrai pour tout le monde, mais ça va juste être vrai par rapport à un point de vue d'une personne. C'est pas vrai, c'est vrai pour moi. Et c'est des choses qu'on entend beaucoup. Donc ça a été notamment théorisé par un philosophe qui s'appelle Protagoras. Et donc, à ce moment-là, la vérité est vraiment synonyme de croyance. Puisqu'en fait, il n'y a pas de différence. Si on définit la vérité comme ça, il n'y a pas de différence vraiment entre une croyance et une vérité. Puisque c'est vrai pour moi, donc j'y crois, donc c'est vrai pour moi. Et c'est aussi une théorie qui autorise, donc c'est une théorie qui est assez, dans sa version extrême, problématique, parce qu'elle autorise les contradictions. Et qu'elle est même auto-contradictoire. Ça, c'est un peu embêtant. Par exemple, si je vous dis... Cette théorie nous dit il n'existe pas de vérité absolue. Sauf que la phrase il n'existe pas de vérité absolue est une vérité absolue. Donc la théorie se contredit elle-même, ce qui est quand même un peu embêtant. Mais après, on peut dire qu'on autorise des contradictions et c'est pas grave. Mais c'est vrai que la cohérence, on aime bien. Et donc, elle s'oppose à l'absolutisme, parce qu'en fait, toutes les théories qu'on a vues avant, à part celle qui ne définit pas le vrai, toutes les 3 premières théories respectent d'une certaine façon la bivalence et disent qu'en fait que toutes les phrases sont soit vraies, soit fausses, et que y a une vérité quoi, et que toutes les phrases sont vraies, absolument certaines et pour tout le monde. Et donc ça c'est un principe qui peut poser problème, parce qu'en fait, par exemple, si je vous dis il fait froid et quelqu'un dit non, moi je trouve ça va. C'est dur de sortir quelque chose d'absolu de tout ça, quoi. Oui ? Je crois que dans les années 90, après on me souvient tous les noms, c'est longtemps que j'ai regardé ça, mais il y a eu des débats comme quoi il y avait des gens qui travaillaient dans les sciences sociales en fait, qui reprochaient à ceux qui travaillaient par exemple en géomorphologie de ne pas être assez relatifs. Et justement, il y en a un qui a sorti la même phrase que vous, c'est que c'est une contradiction de dire en fait qu'il ne peut pas y avoir de vérité absolue, pardon. Et qu'eux, ils doivent bien se baser sur quelque chose pour pouvoir avancer en fait dans leur science. Donc que les mathématiques et la science physique, c'est pas forcément la même chose que l'histoire géographique. Totalement. Et moi, pour être dans la biologie, on met en place des modèles qui sont des simplifications du réel, et en fait, on démontre des trucs dans une situation fictive, et après, on dit, regardez, ma situation fictive, c'est la réalité. Et en fait, quelqu'un d'autre va faire un autre modèle et il va dire moi, dans ma situation fictive, j'ai totalement l'inverse de toi. Alors du coup, qui c'est qui a raison ? En fait, peut-être aucun des deux. Et du coup, on est en biologie tout le temps dans une espèce d'entre-deux où du coup, on voudrait avoir de l'absolu, mais d'un autre côté, dans ce qu'on observe, c'est toujours dépendant d'un contexte, d'une expérience particulière. Et donc, je pense qu'avec la biologie, on est forcé à rester dans cette espèce d'entre-deux. Et on va voir un petit peu plus tard comment on peut essayer de s'en sortir, justement, pour équilibrer l'absolu et le relatif. Mais en fait,
les deux, l'absolutisme est un peu problématique et le relativisme extrême est problématique aussi. Et on va voir ça dans un instant. C'est justement le sujet de la suite. Mais avant de passer à la suite, comment concilier absolutisme et relativisme? Est-ce qu'on doit choisir? Est-ce qu'il faut choisir? Lequel choisir? Si oui, si non. Peut-être qu'on peut revenir au petit vote à main levée. Ah ouais, donc on a pas mal de relativisme. Et je suis vraiment étonné parce que c'est assez équilibré. Et j'aurais vraiment pensé qu'on aurait 80, 20 et rien au milieu quand même. Mais comme quoi, voilà, on est surpris. Donc cette question de l'absolu et du relatif, c'est une grande question. C'est vraiment la question qui m'a le plus intéressé quand je me suis penché sur ces questions-là. Et en fait, elle fait référence à des métaphysiques différentes, des façons de voir le monde différentes. D'un côté, le monde est absolu, c'est-à-dire qu'il est le même pour tout le monde et il ne bouge pas, il est éternel. Et de l'autre, eh bien, le monde, il est tout le temps en changeant, on ne peut pas vraiment dire, on ne sait pas trop, ça dépend. Et en fait, ça correspond à deux métaphysiques différentes qui ont été nommées très très joliment par Charles Pépin dans une de ses podcasts, comme la métaphysique du fleuve et la métaphysique du lac. D'un côté, le monde est un lac immobile et il ne bouge pas, il est tout le temps là, il est éternel. Et d'un autre côté, le monde est un fleuve en permanence, un changement permanent. Et donc, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui se passe dedans. Et pour expérimenter un petit peu cette idée-là, un petit peu de passage par l'histoire de la philosophie, avec, aux origines de la vérité, deux hommes que tout oppose. C'est une histoire vraiment fascinante, vraiment passionnante, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Ces deux garçons, ce sont les deux premiers philosophes desquels on a retrouvé des écrits. On est à peu près un siècle avant Socrate, donc c'est les présocratiques évidemment. Et ce sont des hommes qui ont des visions du monde différentes, qui ont énormément influencé les philosophes suivants par leur vision. Et ce sont des hommes qui sont totalement opposés, même dans leur façon d'être, dans leur histoire. Est-ce que vous savez qui sont ces deux philosophes? J'ai un Héraclite dans le fond, et Parménide, Héraclite et Parménide. Et oui. La métaphysique du lac et la métaphysique du fleuve. C'est hyper intéressant parce que ces deux philosophes, ils ont des points communs. Déjà, ils sont contemporains. C'est les deux premiers philosophes desquels on a retrouvé des écrits. Et les écrits s'appellent pareil. Donc, ils ont tous les deux écrit un livre qui s'appelle « De la nature » ou « Sur la nature » et desquels on n'a retrouvé que des fragments. Donc, en fait, tu as les fragments d'Héraclite et les fragments de Parménide. Et c'est une petite série de phrases. C'est assez court à lire. Vous pouvez lire, si vous voulez lire tout Héraclite et tout Parménide, vous en aurez pour quelques heures, même une heure et demie, peut-être, vous aurez tout lu. Donc, ça se lit assez bien. Et c'est intéressant. En dehors de ça, donc ils ont vécu, ces deux hommes-là, des deux côtés de la Méditerranée. Héraclite, il a vécu en Ionie, l'actuelle Turquie. Donc on est côte est complet. Et donc Parménide, lui, il était en Italie, enfin dans le sud de l'Italie, vraiment de l'autre côté, quoi. Le Héraclite, il se faisait appeler l'obscur. Il était misanthrope et il détestait tout le monde. Il avait ni maître ni disciple, donc c'est un philosophe qui s'est auto-formé et qui l'a transmis à personne. Il a juste écrit ses livres. Et il était relativement... Il y a des écrits de lui, il avait l'air vraiment assez désagréable. Il y a des messages où il recevait des lettres élogieuses de rois et tout ça, il les répondait vraiment de manière pas très sympa. Et donc, les gens ne le comprenaient pas trop et il n'était pas très apprécié de ses contemporains. Et l'histoire raconte qu'à la fin de sa vie, il est parti tout seul vivre dans la montagne et qu'il serait mort en buvant de l'eau. Parce qu'en fait, c'est le philosophe du feu, mais d'accord, c'est la symbolique. Peut-être qu'il est mort en buvant de l'eau. C'est probablement un mythe.
Et à côté de ça, il y a Parménide, qui lui était un philosophe vraiment adoré, quoi, adulé. Il est issu d'une longue lignée de disciples, lui, donc il avait des maîtres, il a transmis son savoir. Donc son disciple le plus connu, c'est Zénon d'Élée, c'est le fameux qui a fait le paradoxe de Zénon. Peut-être vous connaissez le paradoxe de Achille et la tortue, où la flèche n'arrive jamais à atteindre la cible. Et donc, il y a des écrits de Platon qui le décrivent comme un sage, beau, à la barbe soyeuse, quelqu'un de très doux. Et il y a une pièce de théâtre qui a été écrite au IIe siècle de l'Antiquité qui met en scène les différents philosophes, qui était une pièce très populaire à l'époque. Et donc, Héraclite est appelé l'homme qui pleure et Parménide l'homme qui rit. Pour vous dire à quel point ils sont vraiment opposés en tout. Et donc, juste pour le jeu, voici l'école d'Athènes de Raphaël. Et donc, est-ce que vous arrivez à trouver Héraclite et Parménide dans cette image? Donc, au milieu, c'est Platon et Aristote. Là, c'est Diogène. Et Héraclite et Parménide sont là. Donc, vous pouvez deviner lequel est lequel. Voilà. Et donc, la pensée de Parménide. Parménide, il a vraiment, dans sa pensée initiée, il est vraiment... la pensée de Platon doit beaucoup à Parménide. Parménide, il a élaboré une pensée centrale, c'est « l'être est et le non-être n'est pas ». Et c'est une phrase qui peut avoir l'air assez débile, comme je l'ai. Mais en fait, ça veut dire que l'être ne peut pas devenir le non-être et le non-être ne peut pas devenir l'être. Et qu'en fait, ça stipule que le monde tel qu'on le connaît a toujours existé. Puisqu'en fait, rien ne peut venir du néant et rien ne peut retourner au néant. En fait, si l'être est et le non-être n'est pas, alors l'univers a toujours existé. Et en fait, quand on pense à rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, aussi au fait que l'univers a toujours existé depuis le Big Bang, ou même avant le Big Bang, on ne sait même pas trop, c'est quand même intéressant comme façon de voir les choses. Dans sa façon de voir le monde, il voyait la Terre comme une sphère parfaite, indestructible. Donc on est vraiment, comme je vous disais, la métaphysique du lac, continu, immobile, infini. Et donc pour lui, le principe de changement existe, mais uniquement dans l'opinion. Donc en fait, les idées sont éternelles, la vérité est éternelle. Par contre, les opinions, elles, bien sûr, peuvent changer. Et donc toute la quête du philosophe, c'est d'atteindre la vérité. Et donc, on peut voir que la pensée de Platon a été énormément influencée par cette vision-là. Et il y a beaucoup de Parménide dans notamment l'allégorie de la caverne. Les descendants de Parménide, en fait, c'est tous les philosophes qui sont dans cette façon de voir la vérité. On parle uniquement de vérité, là, de théorie de la vérité. C'est évidemment Platon, Aristote, aussi Descartes, qui avait cette vision très mathématique du monde. On pourrait dire Spinoza aussi. Et Bertrand Russell aussi. Donc Bertrand Russell, c'est le philosophe, on n'en a pas beaucoup parlé encore, qui était vraiment derrière la théorie de la correspondance version moderne au cours du XXe siècle. C'était le mentor de Wittgenstein. Et donc ce sont des philosophes, on va dire, un peu idéalistes, qui imaginent la vérité comme éternelle, absolue et non dépendant d'un point de vue. Donc la même pour tous. À côté de ça, Héraclite, c'est lui qui a écrit la fameuse phrase « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », où la phrase exacte est « On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve car les nouvelles eaux coulent toujours sur toi ». Et donc, dans sa vision du monde, le monde est en perpétuel changement. Il n'est jamais le même, il est toujours différent. Il a cette vision, donc c'est un philosophe du feu. Pour lui, c'est la guerre qui est la source de toute chose. Donc ça s'explique peut-être aussi parce que dans sa vie, il a vécu pas mal de guerres dans la vie en Ionie à son époque. Et dans ces fragments, on trouve beaucoup de relativisme. Tout le relativisme possible, notamment, par exemple, pour les ânes, le chardon est plus précieux que l'or. Pour le poisson, l'eau de mer est bonne à boire et cause de vie. Pour les hommes, elle est imbuvable et cause de mort. Donc on peut voir comme ça que c'est pas vrai tout le temps, c'est pas vrai pour tout le monde, ça dépend du point de vue. Et en fait,
la pensée d'Héraclite, elle a été vraiment écrasée. Parce que déjà, il n'était pas très sympa. Et puis ses écrits, ils étaient un petit peu contre-intuitifs. Ils étaient un petit peu obscurs. Et ils étaient surnommés l'obscur. Non pas parce qu'il s'habillait en noir et qu'il était gothique, mais parce que ses écrits étaient considérés comme difficiles à comprendre, à appréhender. Et donc, et surtout, le poids de Platon derrière, quoi. Et Platon s'est opposé à cette vision dans ses écrits. Il était opposé aux opinions, il était opposé à la doxa. Donc du coup, la pensée d'Héraclite a été complètement écrasée derrière. Et il a fallu attendre le 19e siècle pour que la pensée d'Héraclite soit réhabilitée. Donc après Kant, puisque Kant a réhabilité un petit peu, a ramené un petit peu, on va dire, le relativisme dans la pensée philosophique, d'une certaine façon. Et donc les disciples d'Héraclite, les descendants d'Héraclite, ce sont donc principalement les philosophes du 19e siècle, notamment Hegel, Nietzsche, Bergson, et notamment Hegel qui dit dans ses écrits qu'il n'y a rien dans les écrits d'Héraclite qui ne se trouve pas dans les siens. En fait, il a pris tout Héraclite, et il a mis tout Héraclite dans ses écrits. Donc, c'est vraiment un gros fan. Et Nietzsche, notamment par Deleuze, bien et le mal, il clash quasiment tous les philosophes. Tous les philosophes sont critiquables pour lui. Il n'y a que Héraclite qui trouve grâce à ses yeux, quoi. Donc, c'est vraiment le seul philosophe qui respecte un petit peu, quoi. Alors que c'est un énorme misanthrope. Mais ouais. Est-ce que Diogène est inspiré par Héraclite? Parce que dans les manières de vivre, je trouve des similitudes entre eux. Diogène, on est un peu plus sur la morale que sur la vérité. Diogène, il rejette la société, il rejette la civilisation, et en fait, il pense que la société pervertit l'homme et que l'homme doit revenir à son état naturel. Et on n'est pas vraiment à ce moment-là sur des questionnements de vérité, de véracité. Mais la vérité selon Diogène, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai creusé aussi. Ouais. Bah, Héraclite, il dormait pas dans la rue non plus, hein, mais c'est juste qu'il était aigri et qu'il détestait ses contemporains, quoi. Mais ouais. Diogène, c'était quand même particulier. Hein. Ouais, il se masturbait en public, quoi, déjà. Ouais. C'est un style. Et donc, comment faire pour aborder ce problème-là de l'absolu, du relatif, des deux métaphysiques, je vous propose une petite expérience de pensée que j'ai imaginée, que j'appelle l'expérience de pensée du triangle, parce que c'est un triangle. Alors, faut imaginer un triangle, et chaque pointe du triangle correspond à un concept de la philosophie, et chaque côté du triangle correspond à un autre concept qui en fait, est l'interaction des deux concepts. Donc, triangle. OK. En haut, on met l'idée ou la phrase. Ici, on met la réalité. Ici, on met le point de vue. Et donc, quand on regarde les côtés qui correspondent aux interactions entre ces deux concepts, ici, l'interaction entre la réalité et une idée ou une phrase, en fait, c'est la correspondance. Alors que ici, l'interaction entre le point de vue et la phrase, en fait, ça, c'est la croyance. Et donc, ici, avec ce schéma, ce qu'on peut voir, c'est que pour un absolutiste, notamment quelqu'un qui adhère à la théorie de la correspondance, en fait, la vérité se définit uniquement ici. Il s'agit d'une correspondance entre une idée et la réalité. Et en fait, par définition, c'est une définition de la vérité qui rejette le point de vue. Donc, vu que c'est absolu, c'est indépendant de tout point de vue, parce que c'est la même pour tout le monde. Si je dis par exemple la Terre est ronde, quel que soit le point de vue. Donc, en fait, il n'y a pas besoin du point de vue pour dire que la phrase est vraie. Donc, c'est une théorie qui s'appuie sur la réalité et qui rejette le point de vue. À côté de ça, un relativiste extrême, comme par exemple Francis Lalanne. Je dis ça parce que pendant la crise du Covid, il y avait une interview de Francis Lalanne et il a dit une phrase relativiste à la télé. Il a dit « Si sur une question donnée, il existe des points de vue majoritaires et des points de vue minoritaires, j'ai le droit de choisir le point de vue minoritaire. » Ça veut dire que
la vérité se définit comme un point de vue et qu'en fait, c'est un choix. J'ai le droit de choisir la croyance que je veux. Et en fait, le choix des croyances ne se fait pas par rapport au réel. C'est un choix, c'est un point de vue. Et donc, le relativiste base sa définition du vrai sur le point de vue et, de facto, il rejette le réel. Et c'est ça la critique qu'on peut faire au relativisme extrême, c'est que le relativisme extrême de « je crois n'importe quoi, si c'est vrai pour moi, c'est vrai », en fait, c'est qu'on vit en dehors du réel, en fait, puisqu'on n'a pas besoin, on ne tranche pas avec le réel, on tranche avec ce qui nous fait plaisir, c'est juste le point de vue. Et donc, on se retrouve avec deux théories opposées, les absolutistes qui s'appuient sur la réalité et rejettent le point de vue, et des relativistes qui s'appuient sur le point de vue et qui rejettent la réalité. Donc, en fait, on a deux points de vue qui se rejettent mutuellement. En fait, c'est inconciliable. Sauf que, avec ce triangle, on a vachement envie de fermer le triangle. Et donc, ici, à votre avis, l'interaction entre la réalité et le point de vue, qu'est-ce que ça peut être? Vous avez des idées? Non, c'est pas la preuve. L'expérience. Et ouais, l'expérience. Et en fait, c'est peut-être avec ça qu'on va réussir à résoudre notre problème. Parce qu'en fait, on a un problème qui a l'air d'être insoluble, mais peut-être qu'en fonctionnant avec l'expérience, peut-être qu'on peut s'en sortir. Mais l'expérience, c'est pas justement le... Parce que dans l'intuitionnisme, c'est la preuve, mais la preuve se fait par l'expérience. Pas forcément, parce qu'il y a des preuves purement mathématiques, logiques, qui vivent en dehors du réel. Mais oui, c'est une possibilité, ouais. La preuve peut se faire via l'expérience, effectivement. Parce que, effectivement, les preuves vont être... on va partir du réel pour aller... C'est bon. On va partir du réel pour aller faire des preuves qui, derrière, vont effectivement. Donc, l'expérience peut être englobée dans plusieurs des 5 théories. Ouais, c'est ça. Mais ce sera des façons différentes de considérer l'expérience. C'est ça. Et donc, vers la Renaissance, un peu avant, là, il y a eu donc les empiristes, c'est des philosophes qui pensaient que seulement l'expérience existait. Mais eux, ils rejetaient carrément le concept d'idée. Pour eux, en fait, la vérité n'existait pas vraiment, puisqu'en fait, il n'y avait que l'expérience sensible qui existait. On ne pouvait pas vraiment concevoir de vision du monde en dehors de l'expérience. Donc, c'est pas vraiment c'est une piste de réflexion, mais c'est pas très, très satisfaisant. Et donc, pour trouver des philosophes qui apportent une réponse satisfaisante ou semi-satisfaisante au problème, il nous faut partir, les amis, aux États-Unis, au 19e siècle. Oui, donc voilà. Correspondance, vérité absolue, idée, croyance, réalité, expérience, point de vue. Et donc, le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est une méthode, c'est une philosophie qui nous vient donc des États-Unis, qui a été imaginée à Harvard. Ouais. Je suis désolé, juste avant de passer au pragmatisme. Ouais. Il y a quand même un des moteurs principaux qui est le doute. Ouais. On le met où dans le triangle? En fait, si tu veux, il faut faire la différence. Quand je te disais que la vérité, ça se définit différemment, hein, il y a plusieurs questions. En fait, il faut dissocier la définition du vrai de la quête du vrai. Et là, ce qu'on se pose la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour une phrase être vraie? Et derrière, on peut se poser la question de comment on fait pour atteindre la vérité. Mais c'est une démarche qu'on va se poser, c'est une question qu'on va se poser dans un deuxième temps. Une fois qu'on a défini la vérité, on peut chercher à l'atteindre. Et en fait, là, dans cette conférence, je ne parle pas du tout de méthode scientifique, mais il y a la méthode scientifique, c'est tous les moyens qu'on met en œuvre pour démontrer des vérités, pour établir des connaissances. Pour vous, le doute, ce n'est pas un état réel, ce n'est pas un état qui existe. Le doute, c'est une démarche scientifique pour essayer d'atteindre les connaissances, quoi, d'atteindre la connaissance. Descartes, justement, quand on a parlé du cogito tout à l'heure, il a essayé par la méthode du doute d'atteindre des vérités qui étaient totales, qui étaient primordiales, qui étaient essentielles, qui étaient irréfutables. Il est arrivé à démontrer que je pense donc je suis, c'était une vérité impossible à contredire, en utilisant la méthode du doute méthodique, mais c'est plus une démarche qu'un état. Voilà.
Non, je dis pas ça. Je dis juste que déjà on existe, donc tu existes, et tu es un être qui pense et un être qui doute. Mais la méthode du doute va te permettre d'aller vers la vérité, tout simplement. C'est comme un véhicule pour aller vers la vérité. C'est un chemin. Et indépendamment de ce que tu appelles derrière vrai, tu peux appeler vrai différentes choses, mais dans tous les cas, tu peux aller prendre ce chemin pour aller vers la vérité, quoi. Et donc, le pragmatisme, c'est une école de philosophie qui connaît principalement 3 auteurs. Ils ont créé un club métaphysique à Harvard au 19e siècle, dans l'université d'Harvard, où ils réfléchissaient de ces questions-là. Ils sont arrivés au concept selon lequel il faut juger les idées par leurs conséquences pratiques. Alors ça, on comprend le principe, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est puissant comme pensée. En fait, pour lui, pour James, il part des idées. En fait, déjà James, il conçoit, et Dewey aussi, celui qui a écrit beaucoup l'autre philosophe pragmatique, il conçoit que le monde, les idées sont créées, les phrases, les concepts sont créés par des esprits humains. En fait, ils n'existent pas indépendamment de l'esprit humain. Contrairement par exemple à Platon, qui pensait que les idées existaient dans un monde parallèle au nôtre, qui était là, quoi. Les philosophes pragmatiques pensent que les idées sont générées par des esprits humains. Et donc, il faut déjà des points de vue pour avoir des vérités. Puisqu'en fait, sans point de vue, pas d'idée et donc pas de vérité. Et que la véracité d'une idée se fait en interagissant via l'expérience avec la réalité. Et en fait, c'est un processus dynamique, répété, qui se fait au cours du temps. Il le définit dans son livre, dans le livre ici, comme une relation, certes, mais pas une relation abstraite, phrase-réalité, mais comme au sein de l'expérience, une relation entre des parties conceptuelles, donc ici les idées, et les parties sensibles de l'expérience. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment une démarche active. En fait, on est là, on part de l'idée, on vit une expérience. Avec cette expérience, on renforce l'idée ou on l'affaiblit. Et ensuite, on revient à l'idée et ensuite, on fait cette démarche permanente. Et en faisant ça, en tournant autour du cercle, on est à la fois absolutiste et relativiste. Et on arrive comme ça à s'en sortir de ce paradoxe apparent. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que si on veut faire un parallèle avec l'allégorie de la caverne de Platon. Dans l'allégorie de la caverne, on aurait en haut les idées et en bas de la caverne, on aurait la réalité, on aurait les expériences sensibles, on aurait les ombres, en fait, on aurait les phénomènes observables. Et en fait, ce serait comme si pour atteindre la vérité, il faudrait en permanence redescendre dans la caverne pour se confronter aux expériences sensibles, puis sortir de la caverne pour retrouver les idées et retourner. Et en fait, ce serait faire un mouvement de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur de la caverne. Ça me parle beaucoup parce qu'il y a des modèles de la conscience qui collent avec, qui permettent de retrouver par exemple des résultats psychquantiques et tout, qui sont basés en fait sur des modèles ternaires de feedback loop, un passé, présent, futur, et voilà, donc ça fait beaucoup penser à ça, et puis ça peut même mathématiquement se coller et se relier à plein de choses. Super. Ok. Bon, bah très bien. Alors, pour terminer la conférence, je vous propose une petite histoire, une petite histoire des sciences qui s'est passée au 19e siècle et début du 20e siècle, qui implique pas mal de gens. Donc, l'histoire commence avec donc Leibniz. Leibniz, on est au 8e, 17e, quelque chose comme ça. Donc Leibniz, lui, dans ses travaux de jeunesse, il va théoriser la possibilité de mathématiser le langage. Donc on avait déjà Aristote qui avait fait de la logique dans ses démonstrations. Et puis Leibniz, il va dire dans ses travaux de jeunesse, ouais, ce serait bien quand même si on fondait une science nouvelle où du coup on pouvait mathématiser tout le langage et transformer tout le langage en mathématiques et pour pouvoir faire des grandes démonstrations. Et puis il s'est rendu compte du
travail que ça représentait, il s'est dit, bon, je vais peut-être plutôt faire autre chose. Parce qu'il aurait passé sa vie à ça s'il s'était lancé là-dedans. Donc, à la place de ça, il a fait de la politique, puis d'autres philosophies, il a fait énormément de choses. C'est un mec qui faisait beaucoup autre chose à la limite. Mais en tout cas, ces travaux ont été transmis et ils ont été retrouvés un petit peu plus tard, donc notamment au 19e siècle. 19e siècle, un grand siècle de mathématiques, hein. Beaucoup de découvertes mathématiques à ce moment-là. Et donc, les mathématiciens avaient aussi les outils peut-être un peu plus au clair pour travailler. Et donc, il y a des mathématiciens, philosophes qui ont repris cette idée-là, qui se sont décidés, OK, on va le faire, on va mathématiser le langage. Et c'est la naissance de ce qu'on a appelé donc la logique. Donc, il y a notamment Frege, qui est un des gars qui a fait ça, un autre gars qui s'appelle Peano aussi. Donc, ils se sont lancés. Donc, ça leur a pris pas mal de temps. En parallèle de ça, il y a un gars qui s'appelle Georges Cantor, qui a, en mathématiques, inventé une nouvelle façon de faire des maths, qu'on appelle la théorie des ensembles. C'est quelque chose qui vous avez déjà entendu parler. Théorie des ensembles, c'est une façon de faire des maths qui construit des ensembles d'objets. Et en fait, ça a beaucoup influencé Frege, et Frege a construit toute sa théorie mathématique du langage sur la théorie des ensembles, puisque c'est beaucoup plus puissant que l'arithmétique de base, quoi. Et donc, on se retrouve avec une nouvelle science / philosophie qui mathématise le langage, et à ce moment-là, le rêve des mathématiciens philosophes, c'est de pouvoir tout démontrer, et donc d'inventer un système total qui puisse démontrer l'intégralité des vérités par pure cohérence. Là, on est vraiment dans la théorie de la cohérence. On puisse construire un ensemble total qui soit totalement cohérent et qui puisse tout démontrer. En parallèle de ça, on a donc David Hilbert, un des plus grands mathématiciens de tous les temps, qui lance un congrès et qui vise à rendre les mathématiques totalement cohérents et totalement complets. Complet, ça veut dire que tout est explicable. Il voulait que tous les mathématiques soient explicables. Donc, les mathématiques, ça marche avec des axiomes et des règles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on part d'axiomes, on choisit des bons axiomes, les bonnes règles, et ensuite, on peut tout expliquer. Et tout est cohérent, tout se tient bien. On peut expliquer l'ensemble des choses avec ce noyau de base et ces bonnes règles de base, quoi. Donc, il voulait que tous les mathématiciens travaillent sur quels sont les meilleurs axiomes, quelles sont les meilleures règles pour pouvoir avoir un ensemble mathématique cohérent et complet. Et tout ça avec l'idée de, si on peut derrière mathématiser le langage, on pourrait avoir une théorie du langage complète et qui puisse tout expliquer mathématiquement, ce serait incroyable, quoi. Sauf que, il y a eu des problèmes. Déjà, vers 1880-90, ça j'ai plus les dates exactement en tête, mais c'est vers la fin du 19e. Bertrand Russell, qui à ce moment-là est un jeune mathématicien, fait la découverte fortuite que la théorie des ensembles est incohérente. Manque de peau. Donc il a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Russell, qui en fait, ça se tient en fait dans le fait que l'ensemble, la théorie des ensembles, c'est un ensemble d'ensembles. Et en fait, la difficulté, c'est comment on fait pour définir les bords, quoi. Comment on fait pour savoir quelle est la limite entre ce qui est l'ensemble et pas l'ensemble. En fait, c'est le problème de si on veut que toutes les phrases, si on veut faire un ensemble avec toutes les phrases vraies, par exemple, comment on fait pour délimiter les bords de l'ensemble? Quand on arrive sur les bords, ça pose problème. Quand on est bien dedans, ça va, mais dès qu'on arrive sur les bords, ça pose problème. En mathématiques, c'était particulièrement embêtant. Et il a publié son article. Et au moment où il a publié son article, Frege était en train de finir d'écrire son livre, qui était basé sur la théorie des ensembles. Et en fait, il était en train d'imprimer son livre. Et en fait, la légende raconte qu'il aurait couru chez l'imprimeur pour demander à son éditeur de brûler toutes les copies. Et l'éditeur a dit, mais non, en fait, là, c'est sorti, là. Et du coup, il a demandé à rééditer une première page où, en fait, à la première page de son livre, il écrit que tout son livre est faux, à cause du paradoxe de Russell. Alors que c'est 20 ans de sa vie. Ouais, c'est une sacrée histoire. Ouais. Donc, ça, c'est le premier gros coup. Et puis, donc, les mathématiciens, derrière, ils se sont dit, bon, bah non, on va pas se laisser abattre, on va essayer de réparer la théorie des ensembles, et c'est
énormément de mathématiciens au début du XXe siècle qui travaillent à ça, essaient de repenser les axiomes de la théorie des ensembles pour faire en sorte que ça marche et que ce soit plus incohérent. Et parmi ces gens-là, il y a John von Neumann, qui est un scientifique incroyable, qui est un des scientifiques les plus incroyables qui a jamais existé, qui a fait un nombre de découvertes dans beaucoup de domaines différents, et qui est pas si connu que ça, je trouve, par rapport à tout ce qu'il a. C'est un des pères de l'informatique, il a inventé la théorie des jeux. Et donc, il a participé aux axiomes de la théorie des ensembles pour réparer la théorie des ensembles, qu'on appelle aujourd'hui théorie ZFC, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une autre série d'axiomes qui fait que c'est la même chose, mais cette fois-ci, ça marche. Et puis, donc, à ce moment-là, il y avait des penseurs, des philosophes qui se réunissaient et qui réfléchissaient à tout ça. Réfléchissaient notamment aux travaux de Wittgenstein, ce qu'on appelait le positivisme relatif, et le positivisme. En fait, c'était une vision du monde très axée sur les sciences, sur les mathématiques, sur la logique, et qui a eu cette vision-là de on va pouvoir tout expliquer avec les sciences, on va faire un ensemble cohérent, ça va être super. Vraiment influencé par le Tractatus de Wittgenstein, la correspondance et la cohérence aussi. Ils se réunissaient à Vienne, donc c'est ce qu'on appelait le cercle de Vienne, et donc ils faisaient des conférences de temps en temps. Et puis un jour, un petit Autrichien se pointe au congrès dans une des petites réunions du cercle. Il a à ce moment-là 24 ans. Et il présente un théorème qu'il a inventé, qui s'appelle le théorème d'incomplétude, précisément les théorèmes d'incomplétude de Gödel. Et donc il présente ça. C'est un théorème qui a été conçu avec des mathématiques intuitionnistes. Le mec est un orateur médiocre et il a inventé une nouvelle façon de faire des mathématiques pour démontrer son truc. Donc, il commence à expliquer son truc. Donc, ça se fait à la craie, il fait les calculs au tableau, quoi. Et en fait, quand il présente son truc, personne ne comprend rien, en fait. Les gens sont là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Sauf une personne. Il y a une personne dans la salle, John von Neumann, qui aurait, quand il a vu la démonstration, il aurait déclaré « Alors, c'est fini. » Alors, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Le rêve de David Hilbert. Parce que Gödel vient de démontrer que tout système mathématique est de facto forcément incomplet. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais avoir un système mathématique qui pourra tout expliquer. Il existera toujours des éléments dans un système mathématique qu'on ne pourra pas expliquer. Et encore plus embêtant, parmi les propositions qu'on ne peut pas expliquer, se trouve la cohérence du truc. Manque de peau. C'est-à-dire que, par exemple, l'arithmétique de Peano, qui est une façon axiomatique de faire des calculs, est une arithmétique cohérente. Mais sauf qu'on ne peut pas démontrer la cohérence de l'arithmétique de Peano avec l'arithmétique de Peano. On doit passer par quelque chose de plus gros. Donc, notamment la théorie des ensembles. Avec la théorie des ensembles, on peut démontrer la cohérence de l'arithmétique de Peano. Et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas réussi à démontrer la cohérence de la théorie des ensembles, même si on la suspecte très fort, mais il faudrait quelque chose d'encore plus grand. Donc, vous imaginez qu'avec le rêve des logiciens de tout mathématiser le langage et de tout expliquer par pure cohérence, bah là, ça marche plus trop. Parce qu'en fait, on ne peut pas imaginer un ensemble complet. Il existera toujours des phrases qu'on ne pourra pas démontrer. Et du coup, le rêve des cohérentistes, des adeptes de la cohérence, en fait, s'effondre avec Gödel. Voilà, on a fait un grand tour dans cette question de la vérité. J'espère que ça vous a fait... que ça vous a intéressé, que vous avez réfléchi, que vous avez évolué. Terminé avec la vérité si je mens. Et je vous remercie. Au revoir.